Vous fermez vos portes à clé chaque soir. Vous vérifiez 2 fois les fenêtres. Vous installez des systèmes d'alarme complexes et des logiciels antivirus sur vos appareils. Vous enseignez à vos enfants, dès qu'ils sont capables de parler, à se méfier des étrangers, à se méfier de l'inconnu, à se protéger contre les dangers qui se cachent dans les ruelles sombres du monde. Nous passons la grande majorité de nos vies à construire des forteresses élaborées, physiques, financières et émotionnelles, pour empêcher les mauvaises choses d'entrer. Nous fonctionnons selon l'ancienne conviction que le danger est une force extérieure, quelque chose qui entre par effraction de l'extérieur, quelque chose qui ressemble à un monstre ou à un voleur. Mais l'histoire et la psychologie nous enseignent une leçon terriblement différente. L'ancienne ville de Troie n'est pas tombée parce que ses murs étaient faibles ou parce que ses soldats étaient lâches. Elle est tombée parce que les citoyens ont ouvert eux-mêmes les portes massives. Ils ont fait rouler un cheval de bois géant à l'intérieur de leur propre périmètre, croyant que c'était un cadeau, croyant que c'était une bénédiction. Ils se sont endormis dans leur propre lit, en sécurité derrière leurs murs invincibles, et ils ont été massacrés de l'intérieur. Les plus grandes menaces pour votre paix, votre santé mentale et l'intégrité de votre âme ressemblent rarement à des monstres. Elles ne sont pas accompagnées d'étiquettes d'avertissement ou de musique inquiétante. Elles ressemblent à vos plus vieux amis. Elles ressemblent à vos amants. Elles ressemblent à vos parents, vos frères et sœurs ou vos collègues les plus charmants. Ce sont les personnes qui partagent votre table à dîner, qui dorment dans votre lit, qui connaissent vos secrets. Et pendant que vous êtes occupés à monter la garde sur les remparts, à surveiller l'horizon à la recherche d'ennemis, ces individus sont déjà à l'intérieur du donjon, démantelant votre réalité pièce par pièce depuis la table de la cuisine. Ce n'est pas une condamnation de l'humanité. Ce n'est pas dire que les gens sont intrinsèquement mauvais. En fait, c'est la conception erronée la plus dangereuse de toutes. Nous sommes formés pour rechercher la malice, le méchant se tordant les mains et complotant notre destruction. Mais le vrai mal est rare. Ce qui est commun, ce qui est omniprésent et ce qui est infiniment plus destructeur, c'est l'inconscience. Il existe une différence profonde et mortelle entre les deux. Un méchant sait qu'il vous fait du mal. Il a un plan. Une personne inconsciente croit qu'elle vous sauve, qu'elle vous aime ou qu'elle vous corrige, même si elle draine la vie de vos veines. Elle n'agit pas par malice. Elle agit par aveuglement. Carl Jung, le psychiatre suisse qui a osé cartographier les territoires les plus profonds et les plus sombres de l'esprit humain, a passé toute sa vie à nous mettre en garde contre cette dynamique spécifique. Il a découvert que la psyché humaine n'est pas une chose unique et unifiée. C'est une maison avec de nombreuses pièces, et la plupart de ces pièces sont verrouillées. Lorsqu'une personne refuse de regarder dans ces pièces sombres, lorsqu'elle refuse de reconnaître sa propre jalousie, sa propre rage, sa propre mesquinerie, ces choses ne disparaissent pas. Elles passent dans la clandestinité. Elles deviennent des forces autonomes, comme des courants silencieux sous un océan calme, qui détournent le comportement de la personne. Et lorsqu'une personne est gouvernée par ces forces cachées et non examinées, elle devient chimiquement dangereuse pour tous ceux qui l'entourent. Jung a appelé cela l'infection psychique. Elle est invisible, elle est inodore et elle est très contagieuse. Lorsque vous vous engagez profondément avec quelqu'un qui est aveugle à sa propre obscurité, cette obscurité a besoin d'un endroit pour vivre. Elle cherche un vaisseau. Et très souvent, parce que vous êtes ouvert, empathique et disponible, ce vaisseau devient vous. Nous allons faire une longue promenade sans détour à travers les 6 profils psychologiques spécifiques de ces dangers inconscients. Ce ne sont pas simplement des personnalités difficiles ou des parents ennuyeux. Ce sont des archétypes distincts de dysfonctionnement avec lesquels vous avez probablement vécu pendant des années sans avoir le langage pour les décrire. Vous avez ressenti l'épuisement écrasant après une simple conversation qui aurait dû être facile. Vous avez ressenti la confusion désorientante d'être blâmé pour des choses que vous n'avez jamais faites. Vous avez ressenti l'étrange sensation rampante que vous perdez votre emprise sur la réalité. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un défaut en vous. C'est le symptôme d'une invasion inconsciente. Nous allons enlever les déguisements un par un, en commençant par le profil le plus trompeur de tous, celui qui se cache à la vue de tous, derrière un masque de perfection absolue et terrifiante.
Considérez la personne dans votre vie qui ne se trompe jamais. Sa vie ressemble à une exposition de galerie organisée. Elle dit les bonnes choses lors des dîners, elle porte les vêtements impeccables et ses réactions émotionnelles sont toujours parfaitement calibrées à la situation sociale. Elle est l'employé modèle qui ne manque jamais une échéance, le parent parfait qui n'élève jamais la voix en public, le conjoint sain qui semble avoir une patience infinie. Vous ressentez une pression pour l'admirer. Vous vous dites que vous avez de la chance de la connaître. Pourtant, si vous êtes honnête avec vous-même, être près d'elle vous donne une sensation étrangement froide. Cela vous fait vous sentir seul, même lorsque vous êtes assis juste à côté d'elle. C'est le porteur du persona. Dans les anciens théâtres grecs, le persona était le masque porté par les acteurs. C'était un outil, un visage rigide avec une expression fixe, utilisé pour amplifier la voix et définir un rôle pour le public. Nous portons tous des masques pour naviguer dans la société. C'est une partie nécessaire du contrat social. Nous sommes différents avec notre patron qu'avec nos enfants. C'est normal. Mais pour la plupart d'entre nous, nous savons que nous portons un masque. Nous savons que derrière la poignée de main professionnelle ou le sourire poli, il y a un être humain réel avec des peurs, des pensées étranges, des émotions désordonnées et des contradictions. Le danger survient lorsque quelqu'un oublie qu'il porte le masque. Il commence à croire que le masque est son visage. Il s'identifie si complètement à son rôle social, le médecin, la mère, l'homme bon, qu'il rompt la connexion avec sa propre âme. Cet individu offre ce que les Jungiens appellent une superficialité fonctionnelle. Il est agréable, mais il n'y a personne à la maison. Les lumières sont allumées, les meubles sont exquis, mais la maison est vide. Vivre avec un porteur du persona est dangereux, non pas à cause de ce qu'il vous fait directement, mais à cause de ce qu'il vous force à devenir, parce qu'il ne peut pas tolérer l'imperfection en lui-même. Il ne peut pas tolérer la réalité en vous. Toute sa structure psychologique dépend du fait que tout reste lisse, poli et parfait. Si vous exprimez une émotion brute, un doute profond, un moment de pleurs laid ou un éclair de colère authentique, il reculera. Il ne vous attaquera pas nécessairement avec une arme, mais il se retirera. Il vous regardera avec une expression glacée qui signale que votre humanité est désordonnée, indésirable et embarrassante. Il offrira une platitude qui rejette votre douleur, quelque chose qui sonne bien mais agit comme un silencieux. Pour survivre dans son orbite, vous commencez inconsciemment à vous censurer. Vous cessez de partager vos vraies pensées parce que vous savez qu'elles n'atterriront pas. Vous polissez vos propres aspérités. Vous supprimez votre spontanéité parce que votre réalité menace son illusion. Lentement, la contagion se propage. Vous commencez à construire votre propre masque juste pour maintenir la connexion, juste pour être digne de sa perfection. Vous devenez un mannequin pour correspondre à son mannequin. C'est une mort silencieuse de la personnalité. Le porteur du persona étouffe les gens autour de lui simplement en aspirant l'oxygène d'authenticité hors de la pièce. Il est terrifié par ce qui se trouve sous sa propre surface, et si vous grattez cette surface, vous devenez une menace. Vous vous retrouvez à vivre une vie de performance, à jouer un scénario d'un mariage heureux ou d'une famille heureuse, tout en mourant de faim spirituelle. Mais alors que le porteur du persona vous tue avec de la glace et du silence, le profil suivant fait quelque chose de beaucoup plus actif et désorientant. Nous passons du masque gelé à la galerie des miroirs. Vous connaissez intimement ce sentiment, même si vous ne pouvez pas le nommer. Vous êtes dans une conversation, peut-être à propos de quelque chose de mineur, et soudain le sol se dérobe sous vos pieds. Vous êtes accusé d'être en colère alors que vous êtes parfaitement calme. On vous dit que vous êtes égoïste alors que vous venez de sacrifier tout votre week-end pour ses besoins. Vous êtes étiqueté comme l'agresseur alors que c'est vous qui êtes là à essuyer vos larmes. C'est le domaine du manipulateur inconscient. Lorsque nous entendons le mot « manipulateur », nous pensons à un stratège froid et calculateur déplaçant des pièces d'échecs pour nous détruire. Mais c'est la version cinématographique. Le vrai danger est le manipulateur inconscient. C'est quelqu'un qui utilise un mécanisme psychologique appelé projection pour survivre à son propre climat interne. Cette personne porte une lourde charge toxique de douleurs non résolues, de honte, d'agression ou de haine de soi. Mais son ego est trop fragile pour la porter. C'est trop lourd à regarder. Donc, comme une personne tenant un charbon ardent,
Elle doit le jeter à quelqu'un d'autre pour éviter d'être brûlée. Vous êtes cette personne. Il vous traite non pas comme un être humain avec sa propre vie intérieure, mais comme un écran vierge sur lequel il projette son propre film intérieur. S'il ressent une haine de soi secrète, il ne dira pas « je me déteste ». Il vous accusera de le juger. Il vous criera dessus pour le rabaisser, même si vous n'avez rien fait d'autre que le soutenir. S'il se sent infidèle dans son cœur, si ses yeux vagabondent, il deviendra obsédément jaloux. Il vérifiera votre téléphone, vous accusera de flirter et vous interrogera sur vos allées et venues. Il voit son propre péché sur votre visage. Le danger ici est un piège appelé identification projective. C'est un mécanisme sinistre et puissant où il projette quelque chose sur vous si implacablement, avec une telle conviction, que vous commencez à l'accepter. Si quelqu'un vous dit chaque jour que vous êtes incompétent, que vous êtes la cause de sa misère, que vous ne faites pas assez d'efforts, une partie de vous commence à le croire. Vous commencez à remettre en question votre propre mémoire. Vous vérifiez vos propres réactions. Est-ce que je suis égoïste? Peut-être que je l'ai dit d'un ton méchant. Vous commencez à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, juste pour arrêter le conflit, juste pour apporter la paix. Vous pensez être la personne la plus grande, mais en réalité, vous acceptez une greffe psychique. Vous acceptez ces ordures parce qu'ils refusent de les porter à la poubelle. Cette dynamique est particulièrement mortelle parce que le manipulateur inconscient est souvent charmant, sensible et profondément blessé. Sa douleur déclenche votre empathie. Vous voulez l'aider. Vous pensez « si je m'explique assez clairement, si je l'aime assez, il verra la réalité. Il verra que je suis de son côté. » Mais vous passez à côté du point essentiel. Il ne peut pas voir la réalité. Voir la réalité signifierait faire face au miroir, et toute la structure de sa personnalité est construite pour éviter ce miroir. Vous menez une guerre contre un fantôme. Vous essayez d'utiliser la logique contre un mécanisme de survie qui a été forgé pour le protéger de sa propre honte. Cela ne fonctionnera jamais. Vous vous épuiserez simplement à essayer de prouver que vous n'êtes pas le méchant dans un scénario qu'il a écrit bien avant de vous rencontrer. Alors que le manipulateur vous jette quotidiennement ses charbons ardents, il existe un autre type qui fonctionne selon un principe différent. Cette personne garde les charbons. Elle les enfonce, enfonce, enfonce dans l'obscurité, jusqu'à ce que la pression devienne mortelle. Cela nous amène aux propriétaires de l'ombre refoulée. Dans notre culture, nous confondons souvent le refoulement avec la vertu. Nous voyons quelqu'un qui ne se met jamais en colère, qui ne se plaint jamais, qui est toujours accommodant, qui sourit à travers la douleur, et nous pensons « quelle bonne personne !» Nous pensons qu'il est en sécurité. Nous pensons qu'il est le roc. Mais Carl Jung a averti que plus la lumière est vive, plus l'ombre est sombre. Il a compris que les lois de la physique s'appliquent à la psyché. L'énergie ne peut pas être détruite, seulement convertie. Le propriétaire de l'ombre refoulée est une bombe à retardement ambulante. Il a pris chaque partie inacceptable de lui-même. Son agressivité naturelle, sa sexualité, son égoïsme, son envie, sa cupidité, et l'a fourré dans le sous-sol de son esprit. Il verrouille la lourde porte de fer et prétend que ces choses n'existent pas. Il croit que s'il ne les regarde pas, elles ne sont pas là. Mais ces choses sont vivantes. Elles ont faim. Et elles grandissent dans l'obscurité, se nourrissant du silence. Le danger de ce profil est son imprévisibilité terrifiante. Vous vivez avec un ballon de plage maintenu sous l'eau. Il faut une pression musculaire immense et constante pour le maintenir submergé. Lorsque sa prise se relâche, et elle se relâche toujours finalement, le ballon ne remonte pas simplement doucement à la surface. Il s'envole dans les airs avec une force violente et incontrôlable. Cela se manifeste par l'explosion civilisée. La personne qui a été le modèle de patience pendant 10 ans vous dévaste soudainement à cause d'un jeu de clés mal placé ou d'une cuillère sale laissée dans l'évier. Elle déchaîne un torrent de venin, un barrage de griefs historiques et de cruauté qui semble complètement disproportionné à la situation. Cela vous laisse en état de choc. Vous restez là à trembler, vous demandant d'où vient ce monstre. Mais ce n'était pas un monstre soudain. Il était là depuis le début, grandissant dans le silence, gardant le score pendant que vous pensiez que tout allait bien. Mais même avant l'explosion, il est dangereux.
Le refoulement s'échappe dans un brouillard toxique d'agression passive. Il s'échappe dans un sabotage accidentel, dans des compliments empoisonnés qui piquent une heure plus tard, dans une froideur que vous pouvez ressentir mais que vous ne pouvez pas nommer. Il vous punit de vivre les libertés qu'il se refuse. Si vous vous permettez d'être en colère, il vous regarde avec dédain, non pas parce que vous avez tort, mais parce que votre liberté lui rappelle sa propre cage. Si vous poursuivez votre plaisir, il vous appelle irresponsable. Il ne garde pas sa vertu, il garde sa prison. Et tôt ou tard, il essaiera de vous mettre dans une cellule juste à côté de lui, parce que votre liberté est une insulte à son sacrifice. Ce désir d'emprisonner les autres nous amène à une forme plus structurée et autoritaire de danger inconscient. Parfois, la menace est enveloppée dans le drapeau de la moralité, de la religion, de la politique, ou du « faire ce qui est juste ». C'est le contrôleur moral. Alors que le type ombre refoulé mène une bataille interne, le contrôleur moral transforme cette bataille vers l'extérieur et la militarise. Il devient l'inquisiteur de la vie quotidienne. Il ne veut pas vous connaître. Il veut vous juger. Il ne veut pas de connexion. Il veut la conformité. Le contrôleur moral fonctionne sur un système binaire rigoureux. Le bien contre le mal, le juste contre le faux, le propre contre le sale, nous contre eux. Il se positionne fermement du côté des anges. Mais Jung a observé une dynamique terrifiante dans ce genre de droiture rigide. Il a noté que lorsqu'un être humain prétend être purement bon, lorsqu'il s'identifie uniquement à la lumière, il subit une dissociation. Il sépare son obscurité et la projette entièrement sur le monde qui l'entoure. Le contrôleur moral a besoin de pécheurs pour se sentir comme un saint. Il a besoin que vous soyez imparfait pour qu'il puisse être le correcteur. Il a besoin que vous soyez moins que pour qu'il puisse rester plus que. Voici la culpabilisation utilisée comme une arme. Il ne vous contrôle pas par la force physique. Il vous contrôle en piratant votre conscience. Ils disent des choses comme « Je te dis ça pour ton bien » ou « Je veux juste que tu sois la meilleure version de toi-même » ou « Dieu attend plus de toi », mais le sous-texte est toujours le même. « Sois comme moi ou tu ne vaux rien ». Ils agissent comme un phare aveuglant, braquant un faisceau de lumière intense sur vos défauts pour cacher leurs propres rochers déchiquetés dans l'obscurité. Vivre avec cette personne, c'est comme vivre dans une salle d'audience permanente où vous êtes toujours l'accusé et jamais le juge. Vous commencez à surveiller vos propres pensées. Vous arrêtez de faire des choses qui vous apportent de la joie, un hobby, une amitié, un type de musique, parce que vous entendez déjà leur voix dans votre tête vous dire que c'est futile, immoral ou mauvais. Vous perdez votre autonomie morale. Vous devenez un enfant qui cherche l'approbation d'un parent qui ne peut jamais être satisfait, parce que son insatisfaction ne vous concerne pas. Elle concerne son besoin désespéré de détourner l'attention de son propre chaos intérieur. S'ils arrêtaient de vous juger une minute, ils devraient bien se juger eux-mêmes, et c'est un sort qu'ils vous détruiront pour éviter. Ils n'essaient pas de sauver votre âme, ils essaient de faire taire leurs propres démons en criant sur les vôtres. Le contrôleur moral est rigide, prévisible et constant dans son jugement. Mais le profil suivant est la définition du chaos. Avez-vous déjà interagi avec quelqu'un qui semble être 2 ou 3 personnes différentes habitant le même corps? Un jour, c'est l'âme la plus gentille, la plus généreuse et la plus aimante que vous ayez jamais rencontrée. Ils vous font vous sentir vu et chéri. Le lendemain, ou peut-être l'heure suivante, leurs yeux changent, la lumière s'éteint, leur ton baisse. Ils deviennent un étranger qui vous regarde avec mépris, suspicion ou froide indifférence. Ce n'est pas un trouble bipolaire, c'est le domaine du complexé. En psychologie jungienne, un complexe est comme une personnalité fragmentée. C'est un nœud de souvenirs inconscients, de traumatismes et d'émotions figées qui se séparent de la personnalité principale et forment son propre petit gouvernement au sein de l'esprit. Nous en avons tous, mais chez certaines personnes, les complexes sont si chargés qu'ils peuvent prendre le contrôle de tout le système. Lorsqu'un complexe est déclenché, il détourne le siège du pilote. La personne que vous aimez, l'adulte rationnel que vous connaissez, est poussé dans la soute et le complexe pilote l'avion. C'est pourquoi vous pouvez avoir une conversation rationnelle avec eux 1 minute et la suivante, ils vous crient dessus à cause d'un ton de voix spécifique qui leur a rappelé inconsciemment leur père en 1995.
Le danger ici est l'incohérence. Si quelqu'un était toujours cruel, vous partiriez. S'ils étaient toujours fous, vous les feriez aider ou vous vous éloigneriez. Mais la personne complexée est intermittente. Il vous donne juste assez d'amour, juste assez de lucidité, juste assez de moments incroyables pour vous garder accroché. Vous vous dites, ce n'était pas vraiment eux hier, c'était le stress. Aujourd'hui, ils sont de retour. C'est le vrai eux. Vous devenez accro à ces bons moments et vous apprenez à endurer les mauvais. Cela crée le phénomène de marcher sur des œufs. Vous devenez hyper vigilant. Vous scrutez l'environnement à la recherche de mines terrestres. Vous arrêtez de faire des blagues parce qu'elles pourraient être mal interprétées. Vous arrêtez d'aborder certains sujets. Vous rétrécissez votre monde pour l'adapter au couloir étroit de leur stabilité. Vous vivez avec une personne détournée. La tragédie est qu'ils ne se souviennent souvent pas ou ne comprennent pas la gravité de leur changement. Ils se réveillent du complexe en se demandant pourquoi vous pleurez, pourquoi vous êtes distant. Ils se sentent comme la victime parce que, dans leur esprit conscient, ils n'ont rien fait. Ils ont été possédés par un schéma qu'ils n'ont pas examiné. Mais votre système nerveux ne peut pas faire la différence entre une possession et un choix. C'est vous qui absorbez les dommages causés par l'explosion de leur guerre intérieure. Et avec le temps, le stress de l'imprévisibilité détruit votre propre santé mentale. Enfin, nous arrivons au danger le plus silencieux, le plus envahissant, et peut-être le plus difficile à identifier. Cette personne ne crie pas, elle ne vous juge pas, elle n'explose pas, elle ne porte pas un masque de perfection. En fait, elle semble inoffensive. Elle semble avoir besoin de vous. C'est le vampire psychique. Jung a décrit cet état comme un échec de l'individuation, un refus de devenir un être humain séparé et autonome. Au lieu d'enraciner ses propres racines dans la terre pour en tirer sa subsistance, il agit comme une vigne grimpante, s'enroulant autour d'un hôte pour atteindre la lumière du soleil. Le vampire psychique opère par le biais d'une symbiose pathologique. Il se présente comme l'éternelle victime, celui qui n'a jamais de chance, celui qui est toujours en crise, celui qui a besoin d'une aide sans fin, de conseils sans fin, d'encouragement sans fin. Mais soyez attentifs. Résolvent-ils jamais le problème? Vous leur donnez des conseils, vous leur prêtez de l'argent, vous leur offrez des heures de votre temps à écouter leur malheur. Et la semaine suivante, ils sont exactement au même endroit. Ils ne veulent pas la solution. Ils veulent se nourrir. Ils veulent votre attention, votre temps et votre force vitale pour combler le vide où leur moi devrait être. C'est l'incompétence utilisée comme une arme. En se faisant passer pour impuissant, ils vous forcent à jouer le rôle du soignant, du sauveur, du fort. C'est agréable au début, cela séduit votre ego. Vous pensez « je suis le stable, je peux aider ». Mais lentement, vous réalisez que vous portez un poids mort. Vous quittez les interactions avec eux en vous sentant physiquement lourd, en ayant besoin d'une sieste, en sentant un brouillard gris se poser sur votre cerveau. C'est la sensation littérale de votre énergie qui est récoltée. Il vous lie par la pitié. La pitié est l'une des chaînes les plus solides de l'arsenal humain. Si vous essayez de fixer une limite, si vous dites « je ne peux pas parler ce soir », ils s'effondrent, ils pleurent, ils vous accusent de les abandonner quand ils ont le plus besoin de vous. Ils vous prennent en otage avec leur fragilité. Comment peux-tu être si cruel envers quelqu'un d'aussi faible? Mais ne vous y trompez pas. Cette fragilité est une tactique. C'est une stratégie de survie. Comme la vigne, ils étrangleront l'arbre pour survivre. Ils ne le font pas par malice. Ils le font par un besoin désespéré et infantile d'être portés. Mais vous ne pouvez pas porter un autre être humain à travers le seuil de la vie. Si vous essayez, vous vous effondrerez tous les deux. Vous perdrez votre propre flottabilité en essayant de les maintenir à flot. Nous avons parcouru la galerie de l'inconscient, le porteur du persona qui vous fige avec la perfection, le manipulateur inconscient qui réécrit votre réalité, l'ombre refoulée qui explose quand la pression devient trop forte, le contrôleur moral qui vous écrase avec la culpabilité, le complexé qui détourne la paix avec le chaos, et le vampire psychique qui se nourrit de votre vitalité. Reconnaître ces 6 profils est la première étape vers la sécurité. C'est le moment où vous voyez le cheval de bois pour ce qu'il est. Mais la connaissance seule n'est pas une protection.
L'épée de la conscience coupe dans les deux sens, et vous devez être prêt à la manier. Tout d'abord, vous devez l'utiliser à l'extérieur. Vous devez couper les cordes qui vous lient à ces dynamiques toxiques. Cela signifie fixer des limites qui pourraient provoquer des conflits. Cela signifie refuser d'accepter la projection. Cela signifie dire « je ne suis pas la personne que vous décrivez » et s'en aller. Cela signifie refuser d'être l'hôte de l'ombre de quelqu'un d'autre. Cela signifie comprendre que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se réveiller. C'est le travail extérieur. Et il est terrifiant parce qu'il signifie souvent perdre des relations qui ont défini votre vie. Mais ensuite, et c'est la partie la plus critique, vous devez prendre le miroir. C'est la partie qui fait mal. C'est la partie que la plupart des gens sautent, et parce qu'ils la sautent, ils répètent le cycle. Vous devez regarder dans le miroir et vous poser les questions dévastatrices. Où suis-je le mannequin, cachant ma douleur derrière un sourire? Où est-ce que je manipule les autres pour éviter ma propre honte? Où est mon ombre refoulée qui attend d'exploser? Qui est-ce que je juge pour me sentir mieux dans ma peau? Qui est-ce que je draine parce que je refuse de me tenir sur mes propres pieds? Jung a dit « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Il est douloureux de réaliser que vous pourriez être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il est douloureux de voir que l'obscurité n'est pas seulement là-bas, mais aussi ici. Mais cette douleur est le feu qui purifie. Voir l'obscurité chez les autres est de l'intelligence. La voir en soi est de la sagesse. Lorsque vous intégrez ces parties de vous-même, lorsque vous acceptez votre propre ombre, vous cessez d'être un crochet pour les projections des autres. Vous devenez glissant pour eux. Ils ne peuvent pas s'accrocher à vous parce que vous n'avez rien de ce qui leur appartient dans votre poche. Vous devenez entier. Et une personne entière est la force la plus puissante du monde, parce qu'elle est la seule qui soit vraiment libre.